Bonjour, bienvenue dans notre vidéo. Deuxième partie de Qu'est-ce que la planification urbaine? La première partie, nous l'avons eue dans la première semaine d'enregistrement. C'était une introduction à la planification. Et nous aimerions dans cette vidéo aller un petit peu plus loin aujourd'hui avec vous. Alors pour débuter, on va citer Saint-Exupéry, une fois n'est pas coutume, qui disait « Un but sans plan est juste un souhait ». C'est de là que nous aimerions partir, c'est-à-dire que pour avoir un but, pour que ce but se transforme en quelque chose de probable, de probant, il s'agit encore d'avoir l'outil qui permet de mettre en œuvre ce but. Et l'outil, la plupart du temps, c'est un plan. Alors bien sûr, la planification ne se résume pas uniquement au plan, mais c'est un des instruments principaux de cette planification. On pourrait faire de la planification avec la taxation, avec les politiques publiques, avec un certain nombre d'autres instruments que l'on a à disposition, mais classiquement, globalement, dans la majeure partie des cas, lorsque l'on parle de planification urbaine, on parle de plan. Plan directeur, plan d'urbanisme, schéma directeur, on peut les appeler comme on veut, c'est plus ou moins toujours le même type d'instrument que l'on utilise. Alors, revenons au contexte actuel, à nouveau. On ne va pas reprendre ce que l'on a déjà dit. Simplement, pour préciser quelque peu, il faut avoir à l'esprit une augmentation des zones d'habitat précaire. C'est un des problèmes urbains aujourd'hui. Il y a une paupérisation des populations, mais globalement, sur l'ensemble de la superficie des villes en Afrique aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, on a une augmentation de la surface dévolue à de l'habitat précaire ou du bidonville. Ensuite, pour prendre le second élément, on a une urbanisation, nous l'avons vu, qui se crée sans développement économique, mais pour parler en termes d'urbanisme, on a surtout une planification qui naît sans commune mesure avec le besoin en transport, avec le besoin en desserte, avec le besoin global en réseau. Voilà. Et sur cette question des réseaux, sur cette question notamment de la desserte ou du transport public généralement, on a fort déficit dans les villes africaines, viennent s'ajouter la question de l'informalité. On l'a déjà vu aussi, on en a déjà soufflé quelques mots. L'informalité est un système qui vient se superposer au système formel. Nous l'avons très bien montré dans la plupart de nos écrits. Il n'y a pas d'un côté l'informalité et de l'autre côté ce qui serait formel, mais ces deux systèmes totalement imbriqués, les uns et les autres, jouant du formel et de l'informel en fonction des situations. On se rend compte aisément que la littérature nous donne l'informalité comme étant plutôt l'apanage des plus pauvres, qui justement seraient dans l'informalité pour pallier au manque de formalité ou de possibilité de formaliser un certain nombre de choses de la part des États. Donc les plus pauvres seraient plus informels que les plus riches. Or, nous l'avons vu sur des cas très précis, notamment sur l'habitat, ce sont plutôt les élites qui jouent de l'informalité. Pourquoi les plus pauvres? Prenons l'exemple du foncier. Lorsqu'ils ont une parcelle, aimeraient forcément avoir un titre foncier et feront tout pour passer devant le notaire, pour avoir les papiers nécessaires pour qu'on ne puisse pas leur reprocher ou les déloger. On ne puisse pas leur reprocher de ne pas avoir ou de ne pas être propriétaire du terrain. Or, les plus riches font exactement le contraire. Ils n'ont pas besoin de permis de construire, n'ont pas besoin de titre, ils commencent à construire, ils font leur bâtiment et ils savent que par les systèmes informels, ils pourront très rapidement se retrouver dans une situation qui, in fine, sera formelle. Mais on voit que la formalité n'est pas véritablement l'apanage des plus pauvres, mais des plus riches. Donc voilà, on a une urbanisation qui n'a pas de lien avec ses propres réseaux, et ses propres réseaux et ses propres modes de transport sont de plus en plus informels. C'est le contexte aujourd'hui dans lequel on se trouve quand on doit planifier la ville. Dernier élément de contexte, c'est finalement la planification, même si elle est relativement ancienne dans les villes africaines, elle est toujours au niveau du prototype. On est toujours à tester et elle est émergente. Forcément, les grandes capitales ont eu leur plan très rapidement, mais le reste des villes a en principe très peu, voire pas du tout, de plan d'urbanisme.
Donc c'est quelque chose de relativement émergent. C'est une discipline qui n'est pas constituée comme un champ disciplinaire, mais qui vient finalement à l'articulation de plein de disciplines, ce qui est sa nature même, ce qui est très bien, mais ce qui veut dire aussi que c'est sa faiblesse, puisqu'il n'y a pas de discipline propre qui soutiendrait cette planification. Donc il y a des défis majeurs, nous l'avons déjà vu largement dans l'introduction, défis majeurs pour les villes, et il y a une nécessité de planifier. Pourquoi planifier? Pourquoi? Simplement parce que la ville en tant que telle, même si c'est le plus beau des organismes vivants, même si c'est une sorte d'écosystème, ce serait le milieu naturel, comme certains disent, le milieu naturel de l'être humain, même si la ville prend des allures d'écosystème, on se rend compte qu'elle ne se gère pas et ne se génère pas spontanément de manière souhaitable pour la collectivité. Donc on est obligé à un moment donné d'intervenir clairement dans ce développement. Alors, c'est une notion d'interventionnisme dans l'urbanisme, parce que les choses d'elles-mêmes ne se font pas spontanément, et celles qui se font spontanément ne sont pas forcément celles que l'on souhaite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que l'on prend de la Gestalt théorie, c'est que la somme globale est supérieure à la somme des parties. Ça veut dire que les intérêts individuels des uns et des autres ne forment pas un intérêt public, mais que l'intérêt public est supérieur à tout cela. Et du coup, je ne peux pas avoir que des intérêts individuels, qu'une somme ou qu'une résultante, c'est quelque chose d'autre. Et pour cela, je suis obligé de planifier non pas les intérêts individuels, mais l'intérêt collectif. La nécessité de planifier vient aussi du fait que les ressources sont limitées et que les changements sont rapides. Donc je dois avoir une feuille de route pour savoir où j'en suis en tout temps et pouvoir comme ça moduler et réagir rapidement en fonction des situations, en fonction d'une crise économique, en fonction d'arrivée de migrants, en fonction de cette rapidité des mutations urbaines. Enfin, on parle de modestie de ressources, elles sont aussi modestes financièrement, et je dois donc planifier pour les utiliser de manière le plus efficace possible pour ne pas justement gâcher ou perdre les ressources, les faibles ressources que j'ai en main. Les fondements même des plans d'urbanisme, c'est donc de gérer ou de maîtriser le sol. On parle d'une gestion durable du sol. Le plan d'urbanisme doit aussi maîtriser les déplacements, essayer de les réduire au maximum. Le plan d'urbanisme nous donne des indications sur les zones, sur les types de zones que l'on aimerait à tel ou tel endroit de la ville. On parle d'habitat, on parle d'industrie, on parle d'espaces verts, pour ne citer que les principales zones, ou l'espace centre. Et enfin, le plan doit nous permettre de gérer les ressources et le patrimoine que l'on a à disposition. Donc ça, c'est un élément important. La planification permet surtout la gestion des ressources naturelles, tout comme la gestion des ressources culturelles via le patrimoine. Alors nous reprenons ce que nous avons déjà vu, les trois types de plans. Le premier, prescription d'orientation, des prescriptions d'orientation détaillées et les prescriptions d'utilisation du sol. Alors ici, on a une limite puisque ceci est ce qu'on appelle opposable au tiers, c'est-à-dire que fait force de loi, alors que les prescriptions d'orientation ou d'orientation détaillée, elles sont pour l'administration, mais ne font pas force de loi pour les privés. Alors souvent, avec les plans, il y a un contexte législatif et réglementaire. Il n'y a pas de pays où il n'y a pas un nombre incalculable de réglementations. Ça va à l'encontre de ce qu'on croit généralement, puisqu'on dit que les villes ne sont pas planifiées. Certes, il n'y a pas forcément de plan d'urbanisme. Par contre, il y a toute une armada de textes législatifs qui donnent un cadre légal très important. Et on pourrait même imaginer que, vu le nombre de codes et de lois et d'ordonnances et de décrets en matière d'urbanisme ou dans les thématiques annexes, on n'ait pas besoin de plans puisque finalement tous ces textes législatifs sont suffisamment nombreux pour gérer l'ensemble
des problématiques urbaines. Alors, en fonction des pays, on peut avoir les codes de l'urbanisme, les codes de l'environnement, les codes de la construction, les codes de l'architecture, souvent c'est un peu la même chose, le code de l'eau, la loi portant institution de la communauté urbaine quand on a une communauté urbaine, les lois sur la décentralisation qui fixent notamment les régimes des communes. On peut avoir les lois foncières, toute une série d'autres lois ou d'autres codes qui sont de près ou de loin rattachés aux questions d'urbanisme. Enfin, lorsque l'on parle de plan, lorsque l'on parle d'outils, quelles sont les prescriptions d'orientation ou d'utilisation des sols, il faut parler très rapidement de méthodologie, puisqu'on a une sorte de schéma de base pour l'élaboration des plans directeurs. Et en général, on passe par une première phase de formation ou de sensibilisation des acteurs. Alors ça peut être les ministères, les communautés urbaines, mais toute personne qui aura de près ou de loin quelque chose à dire sur le plan directeur, c'est très important qu'il soit sensibilisé et qu'il soit formé à l'utilisation et au langage du plan directeur. Ensuite, on va établir un diagnostic. C'est la situation actuelle de la ville. Le jour où on regarde cette situation, ça veut dire que l'on est au temps zéro par rapport à notre planification. On va définir des orientations, ça nous l'avons déjà vu. Sur la base d'un diagnostic, on définit des orientations qui nous donneront, une fois spatialisés, un plan qui aura un horizon à 10 ou 20 ans. Plus loin, ça ne fait pas tellement de sens puisque nous l'avons vu, les choses changent très rapidement. Donc, on a un horizon de 10 ans ou de 20 ans. Alors, il faut faire attention que l'élaboration des 4 premières phases ne prenne pas à elle seule 10 ans, comme on l'a vu il y a quelques années, notamment à Abidjan, où les études préparatoires ont duré à peu près 10 ans. Ça veut dire que la première étude qui a été faite, de diagnostic, si 10 ans après le plan n'est toujours pas sorti, vous êtes obligé de refaire toutes les études et c'est sans fin. Donc toutes ces phases devraient se faire sur une durée de temps relativement courte, voire très courte. Il vaut mieux faire plusieurs fois très court qu'une seule fois où l'on croit qu'on va réussir à formaliser l'ensemble de la problématique et finalement on se rend compte qu'au moment où on finit cette formalisation, ce n'est déjà plus la même problématique. Une fois le plan élaboré, on met en œuvre, on va donner le mode d'emploi pour mettre en œuvre le plan avec un certain nombre de mesures d'accompagnement. On élaborera un programme d'investissement prioritaire. Alors on devrait le mettre, celui-ci, entre parenthèses comme ceci. Pourquoi ? Parce qu'il dépend fortement du bailleur de fonds. Certains bailleurs ne veulent pas faire un programme d'investissement prioritaire et veulent juste faire de la planification. D'autres bailleurs trouvent important que cette planification soit accompagnée d'un nombre de projets réalisables tout de suite et d'autres réalisables à plus long terme, mais que cette planification sans projet à faire ne sert strictement à rien. Une phase ensuite de communication, celle qu'on oublie en principe le plus rapidement, parce que la plupart des gens ne voient pas l'enjeu qu'il y aurait là derrière. Or, c'est une phase extrêmement importante, puisque c'est peut-être sur cette phase que repose le succès ou non du plan, ou en tout cas de sa mise en œuvre. Enfin, une phase d'évaluation. Alors pour cela, il faut avoir des critères précis, des critères préalables précis. Qu'est-ce qu'on va évaluer ? Évaluer pour évaluer ne sert à rien. Évaluer, si l'on sait ce que l'on va évaluer, sert à savoir si l'on a été efficace ou non lorsque l'on a fait notre plan. Voilà un exemple de plan rapidement. Plan de Nouakchott, Mauritanie toujours, plan de 1983 avec un horizon à 1990. On voit qu'on est dans le détail là. Le plan est un petit peu déformé, mais c'est pas grave. On voit le centre-ville avec un découpage du territoire par utilisation du sol. Autre schéma, le schéma directeur d'aménagement urbain, toujours dans la ville de Nouakchott. Donc on voit que l'on est sur 2 types de plans différents. Le premier date de 83, le second de 2002 avec un horizon à 2010. On voit qu'ils sont excessivement différents dans leur forme. Et puis avec un premier horizon sur ce plan à 2010 et un second
à 2020, où l'on a dessiné des rocades autour de la ville. La ville de Nouakchott, les deux exemples montrés, feront l'objet d'un cas d'étude à part dans une vidéo de cette même semaine. Donc on ne va pas s'étendre ici plus sur le cas de la ville de Nouakchott. Et puis, pour terminer, nous montrons un exemple du plan directeur d'urbanisme de Dakar, horizon 2025, où l'on voit, ceux qui connaissent bien, le lac Rose qui se trouve ici. Et il y a encore une quinzaine d'années, il était difficile de se repérer, d'aller jusqu'au lac Rose. Aujourd'hui, l'urbanisation a pris tout le périmètre de Dakar. On voit encore quelques percées vertes, quelques zones libres, mais de moins en moins. Tout le reste de la ville de Dakar est totalement urbanisé ou en voie d'urbanisation. Voilà pour cette deuxième partie de la planification urbaine. Je vous retrouve dans les vidéos suivantes.